Je serai le président de la paix. C'est la paix qui dictera donc la politique internationale de la France insoumise. Petit extrait vidéo d'abord. On y va, hein, comme si on n'en avait pas assez avec la constituante. Eh ben non, on n'en a jamais assez. Maintenant, on se lance avec ce jingle. Extrait. La paix et la guerre, c'est une question sérieuse. Vous avez intérêt à avoir des dirigeants qui savent où ils vont et qui connaissent le sujet assez pour savoir. J'ai lu qu'en proposant une conférence de la sécurité de l'Atlantique à l'Oural, pour discuter notamment de la question des frontières, je remettrai en cause les frontières. Mais pas du tout, c'est le contraire. C'est parce que je ne veux pas qu'elles soient remises en cause que je propose qu'il y ait une conférence de sécurité de l'Atlantique à l'Oural. Il y a un premier principe qui s'appelle l'inviolabilité des frontières, l'intangibilité des frontières, bien sûr. Et quand il y a problème, il faut parler. Et il faut organiser la discussion. Parce que des problèmes de frontières, il y en a à partir de l'Est jusqu'au fond de l'autre côté. Il faut parler de tout ça. Mais deuxièmement, il y a un autre principe qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je suis pour la paix. Et on prendra les responsables comme ils sont. Eh bien, voilà, nous avons du pain sur la planche et pour parler de tout cela, nous avons ici présent sur ce plateau, outre Jean-Luc Mélenchon qui nous a rejoint à nouveau, nous avons Jean Ziegler qui est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de l'ONU. Hein. Et merci beaucoup d'être venu nous voir et discuter avec nous de ces choses importantes. De la résistance intellectuelle dans les années où ça allait très mal, heureusement Jean était là. Pour tenir le flambeau. Merci. Exagéré, mais... Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Et en Suisse de gauche qui proteste contre la banque, quand même, faut le mettre sous cloche, le gars. Ça m'a coûté cher. Ça vous a coûté cher, bah oui. Bon, nous avons également autour de cette table Đorđe Kuzmanović, qui est conseiller, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et conseiller en matière internationale et de défense. Tu es également co-animateur du livret sur les questions de défense que nous avons publié à la suite du programme L'Avenir en commun. Nous avons également Sophie Roser, qui a rapporté pendant toute l'élaboration du programme sur les questions européennes en particulier. Tu en es spécialiste et donc eh bien, tu es là aussi à ce titre, puisque nous allons parler évidemment de questions internationales, mais aussi européennes, ce qui est vraiment central pour notre programme et notre agenda dont tu as parlé. Et rappelons peut-être d'abord en guise d'introduction, Jean Ziegler, que l'ONU a souligné les travaux et les nombreux discours sur le sujet de la paix de Jean-Luc Mélenchon. On peut dire ça en préambule en quelque sorte. Nous sommes dans un moment tout à fait crucial. D'une part, les Nations Unies ont 72 ans aujourd'hui, sont paralysées. Elle a trois tâches. D'une part, la sécurité collective, respecter les droits de l'homme et éliminer la misère dans le monde. Et cette organisation des Nations Unies est existentiellement en danger maintenant, puisque le président américain Trump veut couper dans le budget. Les Américains payent 26% du budget. S'il coupe 10%, c'est la catastrophe. Il veut sortir et supprimer le Conseil des droits de l'homme, c'est déjà annoncé. Et troisièmement, il a ratifié le décret de Bush de 2002 légalisant la torture. Donc des fonctionnaires américains peuvent torturer légalement, et le font d'ailleurs, jusqu'à la mort, des suspects dans la guerre dite contre le terrorisme. Et c'est à ce moment-là que le principal candidat de l'élection française publie son programme. Et dans ce programme, il est dit, premièrement, revitaliser les Nations Unies. Revitaliser les Nations Unies. Provoquer la renaissance. Rétablir la... Je vous laisse juste, pardon Jean Ziegler de vous couper, juste pour que tout le monde puisse bien vous entendre sur le micro contre le Ah, excuse-moi. Voilà. Je recommence. Non, continuez, je vous en prie. Je suis prêt à tout. Nous aussi. Non, alors le miracle pour moi et pour des milliers de collègues à New York et à Genève, c'est qu'à ce moment-là où les Nations Unies sont menacées dans leur existence, dans des secteurs essentiels de leur travail, le principal candidat à l'élection présidentielle... Tu parles de moi, là. Oui, le futur président, je devrais dire. Le futur président, excuse-moi. Mais publie
ça formidable, ce programme, c'est les paragraphes 54, 55, 56, où il dit rétablir... Monsieur Ziegler connaît le programme mieux que moi. Je l'ai appris par cœur. Non, il circule beaucoup aux Nations Unies, je vous garantis. Oui. Et il a une traduction anglaise que j'ai découverte à New York. L'espérance. Que veut le futur président? Il dit, que veut le programme? Oui. Rétablir la sécurité collective. Le chapitre 7, donc sortie de l'OTAN. Finir avec les interventions impérialistes. Il n'a que des interventions autorisées par le droit international, décidées par une majorité du Conseil de sécurité. Et sortie de l'OTAN. En même temps, sortir du FMI, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et créer une banque d'investissement solidaire. Je vous rappelle que tous les 5 secondes, un enfant sur cette planète meurt de faim, que le même rapport de la FAO, qui donne les chiffres des victimes, dit que l'humanité pourrait, aujourd'hui, l'agriculture pourrait aujourd'hui nourrir le double de l'humanité, 12 milliards d'êtres humains, nous sommes 7,3 milliards d'êtres humains. Pour la mort d'un enfant qui meurt maintenant, il n'y a aucune fatalité. Un enfant qui meurt maintenant, nous discutons, il est assassiné. Il est assassiné, il n'y a aucune fatalité. Là, qu'est-ce qu'il veut faire? Enfin, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il fera? Pas propose, fera. Liquider, sortir de la Banque mondiale et du FMI qui administre la dette, qui est reportée, qui étouffe les pays les plus pauvres du tiers-monde, et créer une banque d'investissement solidaire pour enfin éliminer la misère effroyable du monde. Et finalement, les droits de l'homme, bien sûr, qui viennent de la Révolution française, puisque la Déclaration universelle de 48, c'est la copie conforme de 89, mettre en œuvre des mécanismes qui protègent les 7,3 milliards d'individus que nous sommes sur Terre dans leur intégrité physique, politique. Et alors, je trouve que c'est miraculeux que ce programme, que ce combat, qui est un combat qui concerne des centaines de millions d'êtres humains. Il s'agit d'un combat français, bien sûr, puisque la France est un grand pouvoir. Jean-Luc Mélenchon reprend le combat de De Gaulle, d'ailleurs, puisqu'en juin 1945, De Gaulle a lutté contre Truman. Et Truman et les Américains ont dit « pas de France au Conseil de sécurité », avec droit de veto et voix permanent, etc. De Gaulle a gagné ce combat. La France a le droit de veto, est un siège permanent au Conseil et parmi les 5 plus grandes puissances du monde. Et en plus, le français est devenu une des 5 langues officielles, contre l'avis de Truman aussi, heureusement d'ailleurs, des Nations Unies. Alors, je dis, c'est miraculeux cette coïncidence, cette espérance qui se lève, qui n'est pas seulement celle de nous, qui espérons tous cette élection, qui est pour moi certaine. Moi, je crois à l'intelligence du peuple français. Je suis suisse, donc je peux en parler avec une certaine objectivité. Je ne dirais pas que le peuple le plus intelligent du monde, c'est les Suisses. Enfin, il y a une intelligence collective qui est visiblement à l'œuvre ici, conscience collective. Et il y a cette espérance qui se lève, et ça, il faut bien être conscient. Les propositions de Jean-Luc Mélenchon concernent des centaines de millions d'êtres humains, essentiellement dans l'hémisphère sud. Et d'ailleurs, j'ai devant moi la charte, et il y a certains passages du préambule de la charte qui pourraient être écrits par Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, la tâche des Nations Unies, c'est favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Voilà. Donc, j'espère que le peuple français est conscient de la responsabilité qu'il a. Que c'est une responsabilité pour concrétiser l'espérance qui est celle de centaines de millions d'êtres humains dans les pays les plus pauvres qui attendent cette banque solidaire. Ce n'est pas des paroles. Qui attendent cette nouvelle institution de banque solidaire. C'est la lutte contre la faim, ce massacre quotidien sur une planète qui déborde de richesse, qui est le scandale absolu de notre temps, qui attendent que cessent les interventions impérialistes d'une grande puissance, l'une ou l'autre, qui dit on va bombarder, qu'on rétablit le droit, qu'on rétablit la sécurité collective, et surtout qu'enfin la torture disparaisse, par exemple, que tous les droits de l'homme, économiques, sociaux et culturels, et civils et politiques,
les 51 droits de l'homme, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été acceptée à Paris, a été votée à Paris, pas à New York, en 48, le 10 décembre 48. Donc ça crée une responsabilité pour l'électeur et l'électrice française qui dépasse de très loin le cadre national. Oui, donc ce que vous nous expliquez ici, ce que vous validez, c'est à quel point le programme L'Avenir en commun a une dimension globale, internationaliste et humaniste. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon utilise ce terme que Robespierre a utilisé avec un autre mot. La France est une nation universaliste. Universaliste. Les valeurs de ces nations formidables qui est née d'une révolution de 250 ans, qui a transformé le monde, ces valeurs ne peuvent pas s'arrêter aux frontières nationales. Moi, évidemment, je suis très ému en entendant Jean parler de cette manière, parce que pour les hommes de ma génération, il était un des symboles d'une résistance inflexible à l'ordre du monde qui s'est instauré depuis 2 ou 3 décennies. Bon, mon raisonnement politique est que l'ONU est centrale. Je sais que je prends à contre-pied beaucoup de choses. D'abord parce que nous autres, les Français, la parole du général de Gaulle sur le sujet était un peu méprisante, le machin, hein. Mais c'était dans un contexte, et ça tenait de la pointe d'humour à un moment où la France jouait un rôle particulier dans le concert des nations. Depuis, les puissants n'ont cessé d'essayer de mettre en place des structures qui ne soient pas celles de l'ONU, parce que précisément, ils n'avaient aucune envie de se soumettre aux décisions de l'ONU. Dois-je rappeler que, par exemple, le blocus de Cuba a été condamné à l'unanimité pendant je ne sais combien d'années, et jamais appliqué. De même, les délibérations de l'ONU à propos de la Palestine et d'Israël, et ainsi de suite, je pourrais prendre des dizaines d'exemples de cette nature. Mais pourquoi l'ONU ? Donc les puissants ont voulu créer d'autres structures, ça donne le G8, le G20. Au départ, G8, c'était, bon, on se rencontre, c'est Giscard qui avait proposé ça. Et puis après, ils ont commencé à avoir un secrétariat permanent, et puis ceci, et puis cela, puis là-dessus, comme ça devenait quand même trop scandaleux que 8 fasse la loi pour la planète entière, on est passé au G20, hein, et ainsi de suite. Mais c'est toujours une structure où G8 décide, G20 dit qu'il est d'accord, et puis après, le reste n'a plus qu'à dire qu'il est d'accord. 20 nations sur plus de 175... 193. Bon, 193, voilà. Tous les États sauf le Vatican, mais on n'a pas besoin alors. On n'a pas, non, le Vatican est une puissance morale, on va dire, alors donc il se débrouille avec ça. Mais, donc, moi je crois que dans la carte actuelle, dans le jeu actuel, nous devons recentraliser l'ONU. L'ONU est sortie de la guerre. C'est un enfant de la résistance à l'idée qu'on reviendrait à la logique de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, donc... pour nous, il faut jouer cette carte à fond. Les jeunes diplomates français, les plus anciens aussi, mais moi je m'appuierai beaucoup sur les jeunes diplomates français, parce qu'il se trouve que j'en connais quelques-uns, et donc la délégation française à l'ONU sera une délégation de diplomates, pas que de diplomates d'ailleurs, de carrière, et ce sera une délégation militante, pas simplement administrative, venant expédier les affaires courantes là-bas. Donc nous aurons une délégation militante, et je veux donner quelques égards. Évidemment, revaloriser la place de l'ONU, qu'une grande nation qui a un droit de veto, que naturellement nous ne céderons jamais à personne. Je le dis parce que j'ai entendu de temps à autre cette baliverne qui consisterait à dire que l'Union européenne prendrait le siège au Conseil de sécurité de la France. Il n'est pas question. D'ailleurs, pourquoi faire ? L'Union européenne n'ayant pas de politique étrangère, parce qu'elle ne peut pas en avoir, donc il ne peut pas être question. Non, le siège de la France est le siège de la France. Elle le met au service de l'humanité universelle. Mais voilà. Et donc, je vais vous donner au moins 2 exemples où vous allez comprendre l'importance à l'heure à laquelle nous parlons de l'ONU. Par exemple, c'est le mandat qui a été donné par l'ONU à Maria Fernanda Espinosa sur une proposition de l'Équateur et de l'Afrique du Sud pour mettre en place un cadre juridique contraignant qui oblige les multinationales à respecter le droit environnemental et social. Et la France s'est abstenue. La France, qui a une diplomatie formidable, hein, vraiment, je suis connu comme... Oui. Qui a de très très bons diplomates à Genève et à New York, s'est abstenu et donc ne soutient pas le contrôle des multinationales par rapport à leurs pratiques en matière de droits de l'homme. Voilà. Alors il faut dire que c'est la France et les pays européens. C'est la honte. Hein. Oui. C'est la honte. Ensuite, quand la première réunion a eu lieu,
les Nord-Américains ont dit bon, nous, on veut bien parler de ça, Oui. mais pas si c'est vous qui présidez ça. Ont-ils dit à Madame Espinosa, qui était à l'époque une ex-ministre de fraîche date du gouvernement de la Révolution citoyenne en Équateur. Et il a fallu que tous les autres pays disent mais attendez, pour qui vous vous prenez? C'est un mandat de l'ONU, c'est pas vous qui décidez qui est-ce qui préside ou pas. Bon. Et puis les Français ont eu la seule chose qu'on peut leur reconnaître à la diplomatie de Hollande, c'est qu'ils sont restés comme observateurs pendant un temps, évidemment en exerçant une pression sur une idée, c'est que le cadre ne devait pas être contraignant. Donc ça, ils aiment bien qu'on bavarde pendant des heures pour faire un texte qui dit Yaka, Faucon, ça leur va au poil. Mais un cadre contraignant, non. Alors c'est pour dire, on a donc, vous voyez les gens, on a une structure qui existe, un mandat de l'ONU, des gens qui animent ça, nos diplomates peuvent y être, et ça crée un cadre mondial. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À quoi bon aller se réinventer un autre cadre? Celui-là est le légitime. Deuxième cadre qui a été mis en place, ça a été pour la gestion des faillites des pays. Oui, les faux vautours. Oui, mais ça c'est l'Argentine qui a mis ça à l'ordre du jour, Oui. et c'est parfait. Donc vous voyez, l'ONU est capable de plein de choses, à condition que derrière il y ait une volonté politique. Quant aux interventions militaires, c'est pas que l'ONU seulement a un pouvoir de légitimation d'une intervention militaire, c'est qu'il y a un commandement militaire de l'ONU, personne ne le sait, mais il y a un commandement militaire. Le comité militaire au sous-sol de l'East River à New York. Voilà. Donc, on pourrait confier les tâches d'intervention militaire à un commandement directement ONU. On n'a pas besoin de l'OTAN pour faire des interventions militaires. Mais l'esprit public est tellement submergé par la propagande otanienne que les gens se figurent que la seule alliance de défense qui existe dans le monde, c'est l'OTAN. Non, c'est la seule alliance d'agression qui existe, parce que l'OTAN ne fait que ça. Elle ne défend personne, elle agresse. Bon. Donc nous avons une autre idée, c'est que d'abord l'ONU joue un autre rôle, la diplomatie française tout d'un coup redeviendrait extrêmement offensive, active, mettrait sur la table les principales questions qui préoccupent l'humanité. Ce que dit Jean sur la catastrophe alimentaire, oui, il a raison de dire c'est un meurtre, puisqu'on peut nourrir les gens, si on ne le fait pas, ça s'appelle un meurtre. Donc voilà l'idée que je me fais de notre relation à l'ONU, qui change tout évidemment dans la tradition de ce qui se fait depuis quelque temps. Et, oui. Non, c'est fini. Ah, pardon. On va parler du processus de la sortie de l'OTAN, une question primordiale de l'avenir en commun. Jean Ziegler, regardez, il y a une question qui vous est adressée sur les réseaux sociaux. Quid d'un traité international pour contraindre les multinationales à respecter les droits sociaux et environnementaux? Jean-Luc en a parlé parfaitement. Espinosa, c'est donc notre camarade équatorienne, ambassadrice à Genève et qui préside ce groupe de travail qui doit en septembre soumettre le projet de convention que la France ne soutient pas. Enfin, en septembre, il soutiendra, oui. mais qui pour l'instant ne soutient pas. Et le problème central, c'est pas seulement que les sociétés multinationales transcontinentales, qui sont souvent beaucoup plus puissants que tous les États de l'hémisphère sud, la plupart des États de l'hémisphère sud, soient tenus à respecter les droits syndicaux, les droits économiques et sociaux, mais que c'est le problème du fort. Par exemple, Monsanto utilise des pesticides qui créent le cancer dans l'Uttar Pradesh. Je prends un exemple très précis, dans le nord de l'Inde. Eh bien, si la convention passait, si elle devenait normativement droit international, les syndicats paysans d'Inde, qui représentent les victimes, pourraient porter plainte devant la justice américaine, ce qui est tout à fait autre chose. Ou Bolloré, qui a raflé récemment 14 000 hectares de terres fertiles au Bénin pour expropriant les paysans, etc., pour faire du palmier à l'huile, eh bien, les syndicats béninois, qui sont formidables, qui sont très, très actifs, pourraient porter plainte à Paris contre Bolloré pour détournement de terres arables. Sur le fondement de ce texte. Sur le fondement de ce texte. Donc, la vie, et ce que disait Jean-Luc est tout à fait précis, c'est pour ça que je trouve que les gens sont interpellés personnellement. Il s'agit du destin concret de millions de familles. Il ne s'agit pas de normes, je respecte beaucoup les juristes, etc., de gymnastique dans le ciel bleu. Il s'agit de la vie concrète de millions et de millions et de millions de familles paysannes, par exemple, cette histoire du fort. Et en septembre, quand la France va appuyer cette convention, je crois que nous allons faire un pas énorme pour la sauvegarde de la vie humaine dans les pays du tiers-monde. Il faut souligner le poids de la France à l'ONU et le poids qui sera incarné par Jean-Luc Mélenchon. C'est très important de souligner ce rôle-là qu'aura Jean-Luc Mélenchon une fois élu. Parce qu'il faut dire, je m'excuse, je parle trop.
Vraiment, les diplomates français, je ne connais pas tous, mais enfin ceux que j'ai vus, que j'ai connus et je connais avec qui je travaille, sont formidables. On dit toujours, il y a le Foreign Office, il y a le Quai d'Orsay, il y a le cubain. Ça, c'est les 3 diplomaties les plus efficaces qu'on dit aux Nations Unies. Mais ces diplomates sont sous mandat impératif, comme on dit en langage diplomatique. C'est-à-dire, ils votent selon les ordres qui leur proviennent de Paris, quelle que soit leur conviction. D'ailleurs, c'est dramatique pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a beaucoup de gens de c'est gauche, normal aussi. non, jeunes et femmes, et ils se mordent les doigts, mais depuis Paris, l'ordre est s'abstenir, ne pas soutenir les histoires du fort, C'est etc. ça qui est dramatique. Et alors là, ça changerait radicalement, puisque le président donnera des ordres différents. Alors, d'abord, je viens à la suite de Jean. Nous avons le 2e réseau diplomatique du monde. Depuis plusieurs années, il fait l'objet d'une réduction drastique et d'une désorganisation méthodique. Aussi bien dans les postes, les ambassades, que pour ce qui est autour et qui concerne l'action et la présence de la France, les alliances françaises, les lycées français. Bon, donc il y a là tout un système à remettre sur pied, parce que ce sont des économies dont les conséquences sont dramatiques. On ne peut pas on ne peut pas dire tout ce qu'on dit sur on voudrait que la France fasse ceci, que la France fasse cela, notamment tous les yuppies qui ne cessent de brailler en cadence que, je sais pas quoi, les start-up, les machins, enfin tout ce baratin qu'ils ont à la bouche, et puis en même temps vous réduisez la présence de la France. C'est absurde. Plus il y a de gens qui apprennent à parler français, par exemple, on est très contents, nous les Français. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a une langue en commun, mais parce que dès qu'ils se mettent à la parler, eh ben, ils transvasent dans notre culture tout ce qui vient de la leur. Donc c'est un enrichissement gigantesque pour nous. Puis il faut se faire à l'idée que le grand groupe humain des francophones dans les 40 prochaines années, ce sont les Africains. Donc c'est eux qui vont renouveler la langue française, qui vont y apporter des choses qui pour l'instant ne sont pas assez prises en considération. Nous les Français, il faut qu'on apprenne à vivre à cette heure universelle. Je termine sur l'ONU, puisque c'est la question posée. Moi je pense qu'il faut évidemment revitaliser l'ensemble de ce système. On a trop fermé de consulats, on a trop concentré, on a trop coupé. Moi il y a des pays, qu'est-ce que vous voulez, c'est à pleurer. Nous donnons de l'argent à ce machin qui s'appelle le service européen de je sais pas quoi diplomatique, comment on dit ça, Sophie ? Le service volontariat européen ? Non, le machin de Madame Mogherini, là. Bon. C'est le service Madame Mogherini. Oui, voilà. Alors, celle-là et les autres, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Il faut 5000 fonctionnaires qui sont très très bien payés, dont on ne sait pas ce qu'ils foutent au juste. C'est eux qui ont l'argent qui permet l'intervention. Cet argent, c'est souvent de l'argent des Français. Et tu te retrouves à aller quelque part dans un pays et tu vois la pauvre ambassade de France, la misérable alliance française qui tire la langue, et pendant ce temps, 3 ou 4 hauts fonctionnaires anglophones surpayés qui ne comprennent absolument rien à ce que n'ont aucun rapport avec notre pratique de la relation aux autres, parce que les Français ont une manière particulière de travailler avec les autres, qui ne consiste pas simplement à arroser d'argent les gens et à dire revenez quand vous avez fait votre projet. Tout ça est un gâchis gigantesque et il faut y mettre un terme. Ce sont des sujets que je connais bien, parce que chaque fois que je me suis rendu dans un pays ou dans un autre, j'ai toujours travaillé avec les postes diplomatiques. C'est-à-dire, quand bien même j'étais un parlementaire d'opposition, souvent, parce que j'étais membre du PS, j'ai toujours travaillé avec eux. C'est pourquoi je dis d'abord, c'est un service remarquable. C'est des gens qui servent et qui obéissent et qui savent le faire. Alors, des fois, c'est pas leur conviction, mais ils le font quand même. Ils font ce qu'on leur dit de faire et ils tâchent de le faire du mieux qu'on peut. Mais je crois qu'il faut donner un souffle à la diplomatie française en y mettant le paquet sur en demandant aux jeunes diplomates, femmes et hommes, d'être ceux qui entraînent. Alors, on ne va pas disloquer tout le système, hein, c'est pas ça le sujet. Mais comme toujours, il faut qu'il y ait un endroit où l'énergie s'aperçoit. Et du coup, tout le système se met en mouvement. Et je pense que l'un des endroits stratégiques, c'est l'ONU. Hein. C'est l'endroit d'où les Français peuvent avoir un dialogue mondial dont le monde entier entend parler et qui fait retour évidemment sur la nation française et son peuple. Voilà comment je me représente les choses. Bien, merci beaucoup Jean Ziegler d'avoir été avec nous sur cette émission. On a été honoré de votre présence. Merci infiniment. Un dernier mot. Allez-y. Oui, Bien dans le micro. Allez-y. Ce qui me frappe vraiment quand je lis le programme, il est là-bas, enfin il est dans celui. Et quand je lis la charte, c'est les coïncidences. C'est les coïncidences. C'est comme une nappe souterraine qui nourrit à la fois la charte que le programme de la France insoumise. Et la légitimité, la base de légitimité de la France insoumise et de la charte est la même. La préface commence la charte
nous, peuple des Nations Unies, décidons. Nous, peuple des Nations Unies, décidons. C'est un système de souveraineté populaire. Totalement, une Voilà. identité Ça s'appelle. totale, une source commune C'est ça, oui. pour la charte et pour le programme. Merci beaucoup, Merci Jean Ziegler. On peut applaudir. Merci beaucoup. On a été honorés. Merci. Merci beaucoup. Et Jean-Luc, je vais te libérer également parce que tu as des obligations très tôt demain matin. L'obligation, c'est que je dois aller repotasser mes fiches parce que demain matin, je vais au rendez-vous avec Monsieur Bourdin. Et puis ensuite, demain soir, il y aura l'émission de France 2. Bon, je répète que j'étais en désaccord avec l'organisation de cette émission à 24 heures de la clôture. On a demandé un certain nombre de garanties. Personnellement, je n'ai aucune confiance dans le prétendu service public. En plus, les deux qui interrogent sont des spécialistes du guet-apens. Donc je dois me préparer à subir un choc. Entendu, certainement, ça va être des provocations sans fin à 24 heures de la clôture. Mais je vous rassure tous, je vais tâcher de trouver en moi la réserve qui permet de faire face dignement, en votre nom à tous, à ces deux épreuves. Enfin, avec Bourdin, c'est assez simple, il est intransigeant, mais la relation est respectueuse. Et pour demain soir sur France 2, peut-être une coïncidence, c'est un signe du destin. Tu as été tiré numéro 1. Tu passeras donc à 20h. Et oui, voilà. Donc à 20h. Allez, merci beaucoup. Merci Jean Ziegler et merci Jean-Luc.